Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de la loi de l'offre et la demande. Si vous n'avez pas encore regardé la première partie, je vous conseille fortement d'aller la regarder car il y a des concepts fondamentaux à connaître au préalable afin de pouvoir comprendre les concepts que nous allons aborder dans la deuxième partie. Évidemment, je vais faire un petit résumé avant de commencer la deuxième partie. Si vous ne comprenez pas ce résumé, il est donc conseillé, comme je l'ai dit, d'aller re-regarder la première partie. Dans cette première partie, nous avons vu comment se construit la courbe de la demande, pourquoi elle a une pente décroissante, donc elle a une fonction décroissante en fonction du prix, donc plus, plus le prix est haut, moins la demande est élevée, moins le prix est haut, plus la demande est élevée. Évidemment, hein, si un iPhone coûte 0 euros, tout le monde va vouloir se l'acheter. S'il coûte bon, on va remplacer par 4000 euros, moins de personnes vont vouloir se l'acheter. Alors que l'offre, elle, a une pente croissante, donc une fonction croissante en fonction du prix. Évidemment, si maintenant il est possible de produire un iPhone et de le vendre 4000 euros, tout le monde va vouloir vendre des iPhones. Si maintenant l'iPhone il se vend 0 euros, personne ne va vouloir le vendre. On a aussi vu comment se construit le prix d'équilibre, comment trouver donc les quantités d'équilibre et les prix d'équilibre en trouvant l'intersection entre l'offre et la demande, connaître les concepts d'utilité marginale décroissante et de rendement marginaux décroissants. Après cette introduction au sujet de la loi de l'offre et la demande, nous allons donc voir les trois situations possibles autour de l'équilibre de l'offre et de la demande. Il y a l'équilibre que tout le monde connaît, qui est l'équilibre parfait. Dans un marché parfait, où où les quantités demandées sont égales aux quantités offertes. Donc, on a les quantités d'équilibre qui viennent nous donner le prix d'équilibre. Comment on trouve les quantités d'équilibre, donc quand les quantités offertes sont égales aux quantités demandées? Il suffit de trouver le point d'intersection entre mon offre et ma demande. Donc, si je suis un producteur de tomates et que le prix d'équilibre est à 1,50€ le kilo, le prix d'équilibre est à 1,50€ le kilo tout simplement, mais imaginons que je décide de vendre mon kilo de tomates plus cher. Je décide de le vendre 5 euros le kilo. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les consommateurs vont se dire, ils vendent un peu trop cher ces tomates, donc je vais aller voir chez d'autres producteurs qui vendent moins cher, donc au prix d'équilibre qui est 1,50€. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que moi, ma quantité, ma quantité d'offres est supérieure à ma quantité demandée. Donc, si ma quantité d'offres est supérieure à ma quantité demandée, je vais produire des invendus. Donc j'aurai un stock d'invendus. Qu'est-ce que je vais me dire si j'ai un stock d'invendus? C'est que mon prix est trop haut. Je vais donc décider de baisser mon prix jusqu'au moment où les quantités offertes sont égales aux quantités demandées et ainsi retrouver le prix d'équilibre qui est 1,50€ le kilo. Une autre situation, c'est lorsque le prix que j'ai fixé est inférieur au prix d'équilibre. Donc imaginons que je décide maintenant de vendre mon kilo de tomates à 1€. Qu'est-ce qu'ils vont se dire les consommateurs? Oh, quelle bonne nouvelle, je vais pouvoir acheter mes tomates chez lui. Tout le monde va vouloir acheter ces tomates chez moi, car les autres producteurs vendent plus cher leur kilo de tomates. Évidemment, moi, j'ai pas prévu tout ça, donc mes quantités offertes vont être inférieures à mes quantités demandées. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir une pénurie. J'aurai pas assez de tomates afin de satisfaire tout le monde. Je vais donc me dire, ah, ça marche vraiment très bien, je vais augmenter mon prix, augmenter mon prix, augmenter mon prix, jusqu'à ce que mes quantités offertes soient égales à mes quantités demandées, et ainsi retrouver les quantités d'équilibre, et donc le prix d'équilibre, et donc un équilibre parfait. Maintenant que nous avons vu les trois situations possibles autour de l'équilibre de l'offre à la demande, nous allons donc voir la règle du côté court qui résume à peu près ces trois situations. Comme je vous l'avais montré, lorsque le prix est supérieur au prix d'équilibre, les quantités demandées sont inférieures aux quantités offertes. Qu'est-ce qui va se passer? C'est donc la demande qui va fixer les quantités achetées et les quantités vendues. Car c'est elle qui va décider d'aller chez un autre producteur qui vend moins cher. Alors que lorsque le prix est inférieur au prix d'équilibre, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les quantités offertes vont être inférieures aux quantités demandées. Donc c'est, sur la courbe verte comme je l'ai dessiné en vert ici, en vert, c'est l'offre qui détermine les quantités achetées et les quantités vendues. Car les quantités offertes sont plus petites que les quantités demandées. Donc c'est le producteur qui va décider lui-même d'aller chercher une autre demande. Donc comme lorsque le prix est
est supérieur au prix d'équilibre, c'est la demande qui va chercher d'autres producteurs. Là, c'est le producteur qui va chercher une autre demande, une demande plus haute en augmentant le prix. Ok. Un des exemples de marché en déséquilibre, ça peut être le chômage, les files d'attente devant un magasin pour cause de pénurie, hein. Donc lorsque le prix est inférieur au prix d'équilibre, beaucoup de gens viennent devant le magasin évidemment, car les prix sont moins chers que dans les autres magasins, etc., etc. Maintenant que nous avons parlé de la règle du côté court, nous allons voir les déplacements de la demande. Nous avons trois situations encore. La première situation nous dit que nous avons le déplacement vers le bas de la courbe de la demande. Si on a un déplacement vers le bas de la courbe de la demande, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a un nouveau point d'équilibre qui n'est plus celui-ci, hein, qui n'est plus ici, mais ici. Okay. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les quantités ont diminué et les prix ont diminué. Autrement dit, la demande a diminué. Donc, lorsque la demande se déplace vers le gauche, c'est qu'elle diminue. Ici, on a un déplacement vers le haut de la courbe de la demande. Donc, naturellement, si elle se déplace vers le haut, c'est que la demande a augmenté. Okay. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le prix augmente et les quantités augmentent, évidemment. Pourquoi on a un déplacement de la courbe et un déplacement sur la courbe? Donc, comment savoir si la courbe va se déplacer ou si on va se déplacer sur la courbe? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de se dire que si c'est une variable endogène qui change, donc si c'est le prix ou les quantités qui changent, on se déplace le long de la courbe de la demande. Donc, imaginons que maintenant on est passé de 10 euros à 20 euros. On reste ici, on reste sur la courbe de la demande. Alors que si maintenant on a notre budget qui change, hein, donc si maintenant ici ça c'était la demande pour un budget de 15 euros, imaginons que notre mère maintenant nous donne 10 euros de plus, donc on a un budget de 25 euros, là on a un déplacement de la courbe de la demande. Donc lorsque c'est une variable exogène qui change la courbe de la demande, un bien complémentaire, etc., on a un déplacement de la courbe de la demande. Si c'est une variable endogène, donc le prix ou les quantités qui changent, on se déplace le long de la demande. Okay. Après le déplacement de la demande, nous avons évidemment le déplacement de l'offre. C'est la même chose, hein. Donc si on a le déplacement de la courbe d'offre, c'est que c'est une variable exogène qui a changé. Si c'est un déplacement sur l'offre, c'est que c'est une variable endogène qui a changé, donc le prix ou les quantités, hein. Ça ne change pas. Qu'est-ce que ça peut être une variable endogène dans ce cas-ci? Exogène, excusez-moi. Ça peut être le coût de production. Donc le coût de production a fortement augmenté. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'offre là, elle va donc diminuer. Ok, elle diminue lorsqu'on se déplace vers la gauche, hein. L'offre diminue si on se déplace vers la gauche car les quantités diminuent et les prix augmentent. Donc ça peut être dû au coût de production qui augmente. Si maintenant on est producteur de tomates et que l'engrais explose, l'offre elle va aussi diminuer, hein. Donc toutes des variables exogènes. Là, on a un cas où l'offre elle augmente, donc les prix diminuent et les quantités augmentent. C'est souvent dû à quoi? C'est souvent dû à une nouvelle technologie qui apparaît et qui fait que notre productivité elle explose. Donc l'offre aussi explose par conséquent. Et ici on a un déplacement sur l'offre. Donc comme je vous l'ai dit, si maintenant on passe à vendre nos tomates à 10 euros, si maintenant on les vend à 20 euros, qu'est-ce qui va se passer? Vu que c'est une variable endogène, on va juste voir que nos quantités vont varier aussi. Donc si le prix augmente, on va nos quantités offertes qui augmentent. Mais comme je vous l'ai dit, vu que c'est pas le prix d'équilibre, on va avoir un fossé entre les quantités demandées et les quantités offertes, donc invendues. Il y a évidemment d'autres cas. Il y a des cas où on a une augmentation de la demande et une diminution de l'offre. À première vue, qu'est-ce qui va se passer si on a une augmentation de la demande et une diminution de l'offre? On aura une hausse des prix. Comme on peut le voir, dans tous les cas, le prix augmente, hein. Donc le prix augmente. Et si vous avez bien suivi ce qu'on a dit avant, qu'est-ce qui va être ambigu? Eh bien, c'est les quantités. On peut voir qu'ici, les quantités augmentent, alors qu'ici, les quantités, elles baissent. Ça s'explique par quoi, encore une fois? Par l'intensité de l'augmentation de l'offre ou de l'augmentation de la demande, hein. Ou ici, c'est une diminution, hein. On peut voir qu'ici, l'offre, elle diminue,
elle diminue un peu, alors qu'ici, l'offre, elle diminue fortement. Hein. Alors qu'ici, la demande, elle augmente, alors qu'ici, la demande, elle augmente un peu moins. Ça s'explique toujours par une intensité en fait, une intensité des déplacements de l'offre ou de la demande. Mais ce qui est sûr et ce que vous devez retenir, hein, c'est qu'une augmentation de la demande et une diminution de l'offre va toujours engendrer en fait une augmentation des prix, mais un effet ambigu sur les quantités. Pour trouver cet effet ambigu, en vrai, je vous conseille juste de construire le graphique et vous le verrez par vous-même, hein, tout simplement. Maintenant que j'ai expliqué tout ça, nous allons résumer tout ça. Évidemment, il est très important de toujours résumer, que ce soit clair, car on a eu beaucoup d'infos en magazine en même temps. Donc, le premier point de ce résumé, c'est que la demande est une fonction décroissante du prix. Donc ça, vous le savez maintenant, hein, la demande, elle est comme ça, alors que l'offre, elle, c'est une fonction croissante du prix. Hop, donc le prix, les quantités, je sais pas pourquoi ça fait un très long bon, hop. Et ici, prix. Bon, voilà. L'équilibre et l'intersection entre l'offre et la demande, donc ici, ça sera l'équilibre, hein. La croix. La règle du côté court détermine qui dirige les quantités achetées et vendues. Donc comme je vous l'ai dit, si le prix est supérieur au prix d'équilibre, c'est la demande qui dirige les quantités achetées et vendues, car c'est elle qui va décider d'aller chez un autre producteur, alors que si le prix est inférieur au prix d'équilibre, c'est l'offre qui décide d'augmenter son prix, car les quantités offertes sont inférieures aux quantités demandées. Donc c'est elle qui va diriger les quantités achetées et les quantités vendues. Si les prix ou les quantités varient, on se déplace le long de la courbe, hein, donc car ce sont des variables endogènes, alors que si c'est une autre variable, une variable exogène, comme le coût de production, le budget, une nouvelle technologie, etc., c'est la courbe qui se déplace. Ça va? Une augmentation de l'offre et de la demande donnera toujours une hausse des quantités, mais un effet ambigu sur les prix, comme on l'a vu juste avant, et une augmentation de la demande mais une diminution de l'offre donnera toujours une hausse des prix, mais un effet ambigu pour les quantités. Donc pour ces deux points, hein, je vous conseille toujours de tracer le graphique afin d'être sûr de savoir si c'est le prix ou les quantités qui va être ambigu. Mais en tout cas, maintenant vous savez que si on a une augmentation de l'offre et une augmentation de la demande, ce sera toujours une hausse des quantités. Et si on a une augmentation de la demande mais une diminution de l'offre, ce sera toujours une hausse des prix. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine pour samedi pour une nouvelle vidéo qui portera sur l'élasticité de la demande. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche bleue.